Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à vous aussi d'être venus découvrir ce dernier film de Pedro Almodóvar, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire, qui est aujourd'hui peut-être le plus célèbre des cinéastes espagnols sur la scène internationale, la scène des grands festivals, qu'on suit depuis bientôt 40 ans, puisque Pedro Almodóvar, qui est né après la guerre, en 1949, si je ne me trompe pas, il a commencé à tourner fin des années 70, début des années 80, avec le mouvement de libération du franquisme, qui a suivi la fin du franquisme, ce qu'on a appelé la Movida, c'est-à-dire ce vent de liberté qui a soufflé sur les arts espagnols et le cinéma en particulier. Tout à coup, un grand déferlement de couleurs, d'énergie, une vraie libération libidinale aussi, beaucoup de choses, un vent de folie comme ça qui s'emparait du cinéma espagnol à l'époque. On l'a découvert au début des années 80 avec des portraits féminins. Vous allez voir que c'est toujours un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui. C'était Pépi, Lucie, Bom et autres filles du quartier. Il y a eu les femmes au bord de la crise de nerfs, etc. Enfin, il y a toute une œuvre comme ça qui a fait la part belle aux personnages féminins avec une féminité assez théâtralisée, sublimée, exaucée dans toutes les directions, dans un grand patchwork de couleurs, encore une fois, et de scénarios volontiers délirant. Et puis il y a eu plusieurs phases aussi dans l'œuvre d'Almodóvar. Je dirais plus récemment, son cinéma s'est beaucoup infléchi. Il y a eu tout un passage au début des années 2010 à une veine plus sombre, plus mélodramatique, plus morbide, hein, il faut bien le reconnaître. Un des premiers signes avant-coureurs de cette phase, ça a été le film La piel que habito, qui était une sorte de feuilleton assez noir sur des manipulations de chirurgie esthétique, etc. Il y a eu le très beau mélodrame Julieta. Il y avait aussi Douleur et gloire récemment qui traitait du domaine de la maladie. Et puis encore plus récemment, Almodóvar a tourné quelques courts-métrages, La voix humaine, qui était adapté du fameux texte de Jean Cocteau, et puis Strange Ways of Life, qui était une sorte de western gay, queer, si on peut dire, où il s'affrontait pour la première fois, il travaillait pour la première fois en langue anglaise avec des acteurs anglo-saxons, dont Tilda Swinton dans La voix humaine. Et voilà, il s'est orienté vers une scène beaucoup plus, une scène internationale, tournée en langue anglaise. Il quittait pour la première fois la langue espagnole, mais c'était des films courts, des courts-métrages, et là, pour la première fois, c'est son premier long-métrage en langue anglaise qui est censé se passer à New York, dans un environnement typiquement anglo-saxon, mais en fait qui est tourné en Espagne, parce qu'évidemment, l'espace est toujours à deux faces chez Almodóvar, il est toujours réversible, et beaucoup de choses renvoient à l'Espagne aussi. Et bien lui en a pris, en tout cas, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été là très fréquemment présent en compétition au Festival de Cannes, Tout sur ma mère, Talons aiguilles, Parle avec elle, etc. Enfin voilà, tous ces films ont été présentés à Cannes et jamais ils n'ont remporté la Palme d'Or. Et celui-ci, enfin, La chambre d'à côté, alors que le cinéaste atteint un âge vénérable, lui a valu le Lion d'Or à Venise. Voilà, c'est pas à Cannes, c'était à Venise, mais enfin Almodóvar a accédé avec ce film à la récompense suprême. Alors sans trop vous dévoiler sur ce film, ce que je vais vous dire, c'est que c'est un film qui aborde dans cette veine morbide, plutôt sombre d'Almodóvar, mais encore une fois, c'est à relativiser, on le fera à la fin de la séance. Cette morbidité est aussi un déchaînement de couleurs. Vous allez voir que c'est toujours plus compliqué que ça, mais c'est un film sur la fin de vie, la question de l'euthanasie, du choix de partir. Voilà, vous allez voir que ça peut être considéré comme un thème un peu plombant, mais c'est pas du tout le cas, puisque Almodóvar le traite
dans un tête-à-tête entre deux femmes, entre deux personnages féminins, qui, bien sûr, quand il est question de... Ouais, c'est ce qui est très intéressant dans le film, ce qui est question de la fin de vie, c'est évidemment toute la vie qui est mise en jeu. Ça renvoie à un grand déchaînement de vitalité, en fait. Hein, vous allez voir ça. Et puis... Voilà, c'est un face-à-face entre deux actrices qui évoque beaucoup de choses dans l'histoire du cinéma, de Persona, d'Ingmar Bergman. Il y aurait plein d'autres exemples à citer. On va sans doute pouvoir retracer après le film toute l'archéologie des références. Mais vous allez voir que observer l'actrice, le personnage qu'il y a à travers elle, tout ce qu'il a construit, tout ce qui la forme, tout ce qui la modèle, et comment une actrice, ce n'est jamais un personnage unique, mais toujours une multiplicité de figures, de personnages qui émergent à travers la même personne. Voilà, c'est un petit peu ce que va essayer de dessiner Almodovar à travers ce film. Voilà, donc je vous propose, comme on le fait d'habitude, qu'on le regarde tous ensemble, et puis pour tous ceux qui le souhaitent, à la fin, on se retrouve. Je fais une petite lecture, et puis après, le micro circule dans la salle, et puis on en discute tous ensemble. Voilà. Et ben bon film, on commence par le voir, et puis on se retrouve après, à la fin de la séance. À tout à l'heure. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est un film qui avait pour sujet la fin de vie, l'euthanasie, le fait de partir quand on le décide. Voilà, bon, alors, dire que c'est le sujet du film, c'est aller un peu vite en besogne. Almodovar s'intéresse assez peu à des questions de droit, d'éthique, etc., sauf à quelques petits moments. Je pense au moment où les deux amis ont oublié la fameuse pilule. Elle retourne en voiture, et puis le personnage de Martha explique à Ingrid comment elle s'est procuré la pilule, et donc à quel point c'est un geste illégal, difficile à faire, qui coûte cher, et donc que dans la société actuelle, on ne peut pas choisir l'heure de sa mort. Voilà. Donc ce sont des petits signes, mais je dirais Almodovar s'intéresse à cela moins comme un sujet de société, à vrai dire, qu'il traiterait dans toutes ses dimensions, que comme une situation. C'est la situation qui va investir, c'est la situation qui l'intéresse, hein, c'est-à-dire que la situation, elle est simple. Entre deux amis, l'une qui est mourante, à l'agonie, demande à l'autre de l'accompagner pendant un mois, comme ça, le temps qu'elle s'administre le fameux poison pour partir dignement à sa guise. Elle demande de l'accompagner, d'être présente. Voilà. Donc c'est cette situation qui intéresse Almodovar, et une situation, moi je dirais que c'est un peu ça l'intérêt du film et le principal enjeu. C'est une situation dont il va essayer de construire comme une forme d'intériorité, d'espace privilégié, d'espace à deux, dont il va évacuer le plus possible, pas complètement, je dirais les perturbations extérieures, le monde extérieur, la réalité, la société, voilà, en essayant d'en faire vraiment l'espace d'un tête-à-tête, un huis clos quasiment, hein. Et le film n'est pas complètement un huis clos, mais on sent bien qu'il tend vers ça, et que plus il se dirige vers le décor principal du film, cette fameuse maison louée pour un mois pour pouvoir justement s'administrer la pilule, c'est là que le film devient en quelque sorte, se concentre encore plus. C'est une forme d'esprit de concentration. Alors, cette situation de se donner la mort, évidemment, ça renvoie à un type de récit qui, à mon avis, intéresse beaucoup Almodovar ces derniers temps, et là, dont il réalise une sorte de formule concentrée. Ça renvoie évidemment au mélodrame. Qu'est-ce que c'est que le mélodrame ? Comment toucher à l'essence du mélodrame ?
Le mélodrame, c'est ce récit, évidemment, où on a affaire, à travers les personnages, souvent des personnages féminins. D'ailleurs, le mélodrame a été, au fil de son histoire, majoritairement féminin. On peut penser au grand mélodrame de Douglas Sirk, de Frank Borzage, etc. Ça a été un grand genre du grand cinéma américain classique. Voilà, le mélodrame confronte des personnages féminins, soit à ce que les structures sociales ont d'implacable, soit évidemment à la destruction, à la disparition et à la mort. Hein, évidemment, le mélodrame renvoie lointainement à une forme encore plus classique qui serait la tragédie, mais le mélodrame est contemporain, il est fondu dans le présent, dans l'actualité, et puis le mélodrame, il a des origines dans la musique italienne, dans l'opéra, etc. Et il y a un rapport à la musique aussi dans le mélodrame, et je dirais qu'ici c'est très frappant à quel point dans le dialogue continu qui se noue entre les deux héroïnes, entre les deux personnages féminins, ce dialogue est lui-même en dialogue avec la musique. Hein, et la musique, elle est signée Pablo Iglesias, compositeur fidèle de Pedro Almodóvar. Et ici, vraiment, les mots, le langage est tissé dans un écho constant avec cette musique très belle, qui est une forme de dialogue aussi avec les personnages. Le troisième personnage, c'est presque la musique, quoi. Et ça, c'est vraiment assez fort. Donc comment construire un film qui serait fondu dans l'essence du mélodrame, c'est-à-dire un tête-à-tête entre deux personnages, et l'un des deux a prévu, c'est comme ça, a décidé de mourir, a décidé de disparaître. Donc c'est une petite chambre d'écho que le film essaye de construire. Ensuite, on a parlé de tête-à-tête, et je dirais que ça, c'est le deuxième degré d'enfermement du film. Le tête-à-tête entre deux personnages féminins, deux grands personnages féminins. On sait à quel point Almodóvar a filmé des actrices, des grands personnages féminins. Marisa Paredes dans Talons aiguilles, Carmen Maura, Victoria Abril, etc. Enfin voilà, il a travaillé avec ces grandes actrices, il les a sublimées, il leur a donné il a été longtemps travaillé par la question de la mère, ces grandes figures de mère dont il a offert des variations parfois monstrueuses, parfois extraordinaires. Donc les figures féminines, c'est quelque chose qu'il travaille depuis longtemps. Et là, il prend deux grandes actrices qui sont un peu au sommet du cinéma contemporain, des actrices très, très demandées, c'est Julianne Moore et Tilda Swinton, comme vous l'avez vu, qui vont jouer deux amies, en effet, qui dressent une sorte de pacte, un partenariat, qui vont se mettre d'accord pour que l'une accompagne l'autre dans la mort. Et c'est évidemment... Alors c'est toujours ça qui est intéressant dans les films d'Almodóvar, c'est que l'actrice à la ville joue un personnage, qui sont des personnages qui sont aussi un petit peu des actrices. C'est-à-dire qu'il y a une oscillation quand même toujours entre les deux. Un personnage féminin chez Almodóvar, une héroïne féminine, joue, elle est aussi elle-même actrice quelque part. Hein. Donc il y a quelque chose en abîme qui s'installe, où par la façon de filmer ces personnages, de filmer leur tête-à-tête, Almodóvar amplifie aussi la façon dont les héroïnes jouent elles-mêmes. Et quoi d'autre qu'est-ce que joue une héroïne de mélodrame? Elle joue la mort. Quel plus grand rôle pour des divas, pour des grandes actrices iconiques, que de jouer cette situation de la mort ou de la disparition ou de la déploration, puisque la mort, c'est toujours un rôle qui joue à deux, hein. Il y a aussi le rôle des larmes, le don des larmes, qui a été le grand motif du mélodrame. Donc ça, c'est évidemment ce qui va se passer au sein de ce tête-à-tête. Il faut voir comment Almodóvar choisit aussi de filmer ses actrices, à quel point il est souvent
portraits des visages. D'ailleurs, alors on découvre le personnage d'Ingrid en train de signer au tout début du film, c'est la première scène, elle signe, elle fait une séance de dédicace pour son dernier livre. Mais ensuite, quand elle rend visite à Martha à l'hôpital, le premier plan sur Martha est un très gros plan. On la découvre d'abord sur cette scène qui est le visage, hein, et qui sera extrêmement importante au cours du film, puisque l'un des grands enjeux de mise en scène de La chambre d'à côté, ça va être comment installer ces deux grandes comédiennes qui se font face. C'est un tête-à-tête, mais c'est aussi un face-à-face. Tête-à-tête de deux amis dans le récit, face-à-face de deux immenses comédiennes au niveau de la mise en scène. C'est un peu les deux. Il y a de l'amitié dans le récit, il y a de la rivalité dans le jeu, parce qu'évidemment, le tout étant de donner un maximum d'émotions. Et souvent, l'enjeu de mise en scène, c'est comment les filmer à deux dans le même plan. Comment fondre, comment approcher leur visage, comment parfois les opposer dans des champs contre champs. Tout ça est une construction d'espace, de présence, de coprésence. Je pense notamment à un très beau moment où, il y aurait plein d'exemples qu'on peut donner, mais il y a un moment où Ingrid rejoint Martha dans sa chambre pendant qu'elle est en train de dormir et se couche à côté d'elle. Et son visage se fond presque avec... Enfin, leurs deux visages fusionnent presque à ce moment-là. Hein, ils se rapprochent comme ça. C'est un exemple, mais c'est souvent un enjeu dans le film de comment réunir leurs deux visages dans un même plan ou comment opposer leurs visages dans une conversation, dans une discussion. Voilà, donc ça c'est le dispositif du tête-à-tête, la forme du tête-à-tête, du huis clos à deux, de ce drame de chambre en quelque sorte qui se joue à deux, hein, ce drame minimal, c'est une deuxième forme d'enfermement. Et il y en a encore une pour moi, qui est que, évidemment, quand il s'agit de parler de la mort, on comprend que Almodovar veuille se protéger du social, veuille se protéger de plein de perturbations qui pourraient apparaître en multipliant les personnages, en élargissant la scène, etc. Et qu'il se concentre comme ça sur ce qui se joue à deux, sur la petite cellule minimale de ce rapport, de cette relation d'amitié. Et donc, pour moi, une des dimensions du film, il choisit des femmes artistes. L'une est romancière, elle écrit des livres, enfin artiste, disons, des métiers d'écriture, quoi. L'une est romancière, l'autre est reporter de guerre, c'est-à-dire journaliste. Elle écrivait des articles, etc. Et évidemment, ce sont toutes les deux des figures intellectuelles. Et elles s'entourent. Ça, c'est un enjeu assez fort dans le film aussi. Elle s'entoure de références culturelles. Le film est très prolixe, très généreux pour ce qui est de nous parler de... en tout cas, ce qui surgit dans leur conversation, c'est beaucoup de références à d'autres artistes, figures artistiques, œuvres d'art. Hein, le film cite beaucoup, puise beaucoup de choses dans l'histoire de l'art contemporain, quoi, les intègre au récit, et c'est évidemment un tissu de référence, un château de référence dont elle s'entoure et dont on sent bien que voilà, ces œuvres d'art, cette culture qu'elle manie si bien, est une façon aussi de se couper du monde extérieur pour garantir l'autonomie de leur relation et de ce rapport à la mort qui se joue entre les deux. Donc il y a, pour les citer rapidement et puis de manière un peu brouillonne, il y a tout simplement il y a une photo et un portrait de Louise Bourgeois dans l'appartement de Martha. Elles parlent toutes les deux de la peintre Dora Carrington et de la relation compliquée qu'elle a eue avec deux hommes. Il y a les portraits, les tableaux, les copies d'Edward Hopper, les références à Edward Hopper dans la grande maison louée. Il y a bien sûr les films qu'elle regarde, alors entre Buster Keaton et Jean de Dublin de John Huston, et aussi la nouvelle de Joyce,
The Dead, qui est cité aussi à travers le film. Enfin voilà, il y a quand même un champ culturel. À un moment, elle passe à la librairie, etc. Le film tisse comme ça toute une bulle, toute une chambre capitonnée de références culturelles autour de ces deux personnages. On sent bien que c'est aussi une protection du monde extérieur et une façon comme ça de vivre cette situation au maximum. Et puis, il y a évidemment il est question de la mort du personnage et des échos de cette mort. C'est-à-dire que le film prépare évidemment ce grand événement tragique qui finit par advenir par des anticipations, je dirais des prémonitions, enfin en tout cas il y a tout un champ morbide du film qui amène à la grande mort du personnage de Tilda Swinton, à commencer par ce qu'elle commence à confier la première fois à Ingrid lors de leur première vraie conversation, c'est-à-dire pourquoi entre Martha et sa fille Michelle il y a une telle distance. C'est parce que le père est mort. Voilà, c'est la mort du père aussi quelque part qui est le premier événement, la première mort qui va jalonner, paver le chemin vers la mort principale du film. Il y a la mort de Dora Carrington qui est racontée. Il y a le film Jean de Dublin de John Huston qui s'appelle The Dead en version originale, Les Morts. Enfin voilà, il y a quand même tout un environnement, tout un champ de mort qui va préparer la grande mort du film. Enfin voilà, c'est qui est évidemment au centre du récit. J'ajouterai à cela que, évidemment, ce tête-à-tête, ce cheminement vers la mort choisie, la mort voulue, décidée, se fait dans un patchwork d'intérieur coloré. Mais tout ça est une palette de couleurs, en fait. Il y a une palette de couleurs que le film installe, et cette palette de couleurs est encore un degré d'enfermement, d'intériorité, une façon de concentrer les choses vers cette relation. On a vu les murs tapissés, toutes les parois colorées qui se dessinent au cours du film, les deux transats, l'un vert, l'autre rouge, les couleurs rouge-verte qui résonnent avec la façon dont les deux personnages s'habillent aussi. Tout un champ coloré. La tenue jaune canari que revêt Martha au moment de sa mort, parce que la mort, c'est le jaune. Alors on pourrait établir plein de développement symbolique là-dessus, mais voilà, elle revêt cette grande tenue jaune. Le moment de la mort, c'est très frappant à quel point, plutôt Pedro Almodóvar le met en scène, puisque le personnage disparaît en fondu sur le fond vert du transat, c'est-à-dire presque le personnage de Martha disparaît dans la couleur, se fond dans la couleur, il ne reste plus que ce plan entièrement coloré, entièrement vert derrière elle. Voilà, donc, la couleur a aussi cette fonction-là. Et le film est vraiment très beau quand il investit cette intériorité par une mise en scène très élégante, très transparente, subtile, de subtils glissements pour accompagner le rapport parfois mouvant entre les deux personnages, avec ses aveux, ses confessions, ses crispations. C'est un rapport plus ou moins tendu. La caméra accompagne ça d'une manière très, très fine, très élégante. Avec une belle stabilité, des plans extrêmement bien composés. Je dirais qu'il y a des choses, il y a des petits détails de mise en scène qui me font penser que le film est vraiment très fort dès qu'il travaille le détail, dès qu'il est justement dans cet espace privilégié du tête-à-tête entre les deux héroïnes. Un petit exemple tout bête, mais qui pour moi est vraiment une des plus belles choses du film. Il y a un moment, elles vont au cinéma, elles vont voir un film. C'est le moment que choisit Martha pour annoncer à Ingrid son plan, son idée. Ne plus retourner à l'hôpital, prendre cette pilule
et lui demander de l'accompagner dans ce geste. Et elles sont en train de parler au cinéma. Il y a un chant contre chant entre les deux, c'est-à-dire qu'on alterne entre l'une et l'autre. C'est la figure classique privilégiée de la conversation, ce chant contre chant, hein, qui permet de pivoter à chaque réplique entre un personnage et un autre. Et puis, dans ce battement, dans ce jeu du chant contre chant, tout à coup, on n'est plus dans le cinéma. Et puis, le soir a tombé. Hein, c'est plus l'après-midi, c'est le soir. Et on est dans l'appartement de Martha. Mais c'est toujours la même conversation. Alors ça, quand Almodovar fait ça, c'est beau parce qu'il nous dit vraiment, d'une manière simplissime, qu'on pourrait presque ne pas voir, qu'elles ont parlé longtemps, que ça a été quelque chose de profond, de nourri, et que ça les a... Elles n'ont peut-être même pas vu le film d'ailleurs, hein. On imagine que ça les a drainées comme ça jusqu'à la soirée. Bon, ça c'est très beau. Autre petit détail qui pour moi fait partie justement de ce bel esprit de concentration du film, de la façon de creuser un mélodrame très profond, quelque chose d'assez bouleversant, par la réduction, par la simplicité et le minimalisme. C'est bien sûr à la fois le design extraordinaire de cette maison louée, qui doit être le tombeau de Martha. D'ailleurs, j'ai oublié de le signaler, mais il y a évidemment des plans à New York, hein, le film, mais pas beaucoup. C'est censé se passer dans la région de New York jusqu'à Woodstock. Il y a quelques plans à New York, et toute la partie avec la grande maison, c'est ça qui est tourné en Espagne. La maison, elle est en Espagne. Alors je ne sais pas exactement dans quelle région, dans quel coin de campagne, mais c'est vraiment une maison d'architecte, et toute cette partie-là, autour de la maison, est tournée en Espagne. Et puis, alors quand elle rentre dans la maison, c'est là où je voulais en venir. La première chose qu'on voit, c'est elle de l'extérieur, derrière la baie vitrée, avec la transparence de la forêt qu'il y a en face. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont fondues dans le paysage du bois. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'image du film, en quelque sorte, parce que cette baie vitrée, c'est l'écran de cinéma, si on veut, c'est l'écran du fantasme ou de la fiction ou tout ce qu'on veut. Et on voit bien que, même axé sur les personnages, il y a cet extérieur qui ne les rattrapera jamais, qui n'est qu'une pure transparence, un peu spectrale. Et on a à la fois l'idée de l'intérieur, elles sont derrière la baie vitrée, elles sont dans le salon de la maison, et puis l'extérieur maintenu à distance, mais quand même proche, et qui se reflète sur la même image qu'elle. D'ailleurs, cette baie vitrée, elle reviendra pour d'autres reflets, d'autres images un peu mêlées comme ça, notamment un moment très intéressant où Ingrid, croyant que Martha est morte, puisqu'elle a trouvé la porte fermée, c'était le code, c'était le pacte entre elles, le cœur de leur pacte, et bien en fait, Martha réapparaît au petit matin derrière cette baie vitrée, encore une fois, cette baie un peu diffuse qui la transforme presque en spectre, en fantôme, qui fait d'elle une forme de substance un peu transparente, qui fait penser à un ectoplasme. Et ce qui est, je trouve vraiment beau dans le film aussi, c'est ce cycle des réapparitions de Martha, parce qu'elle ne réapparaît pas qu'une fois. Et évidemment, elle va réapparaître après la mort en la personne de sa fille, qui la réincarne presque littéralement, et d'autant plus que cette fille, Michelle, elle est jouée par la même actrice, par Tilda Swinton. Hein, donc, la mort n'est jamais achevée, elle est toujours déjà en cours, puisqu'elle est annoncée par plein de traits qu'on a mentionnés, et elle n'est jamais complètement achevée. Hein, c'est ça qui est beau, je trouve aussi intéressant dans le film. Ce n'est pas un film sans défaut, je trouve, ça pourrait être un terrain de conversation, parce qu'on a dit qu'il essayait de dessiner une scène, un théâtre intérieur, un théâtre de huis clos, et qu'il était d'autant plus fort qu'il investissait cette relation privilégiée entre ces deux héroïnes, et qu'il essayait justement, même au bénéfice d'une certaine abstraction d'ailleurs, de tâter,
prendre la mesure de ce qui se passe entre ces deux femmes, hein, et de vraiment assumer le fait que ça se joue à deux, c'est une scène minimale, on l'investit et on travaille ça. Bizarrement, je trouve le film, enfin non, pas bizarrement, mais disons que je trouve le film moins fort dès lors qu'il essaye d'élargir un peu cette scène ou de sortir du minimal, comme ça, de l'intériorité, notamment à travers la série de flashbacks qu'il établit un peu au début pour raconter le parcours des personnages. Les flashbacks cassent un petit peu ce principe de concentration, hein. Ils élargissent la scène, ils essayent de ramener bon, voilà, la rencontre avec le père Fred qui est allé au Vietnam, qui est devenu un peu fou avec son syndrome post-traumatique, et puis voilà. Tout ça, c'est de l'ordre de scénettes qui tiennent pas vraiment, en fait, je trouve, hein. Dès qu'on sort un petit peu de ce qui se passe entre les deux héroïnes, ça marche pas. Et notamment le flashback en Irak, qui est vraiment, je trouve, là, de l'ordre de l'esquisse un peu trop brossée rapidement et qui tient pas vraiment non plus. On n'y croit pas à l'Irak, quoi. Enfin voilà, je trouve que et puis surtout ça injecte une extériorité qui trouve pas vraiment sa place dans le film, je trouve, hein. Et dès que le film sort un peu de ce principe-là, dès qu'il casse un petit peu ce qui aurait pu être encore plus insistant, plus travaillé, là il devient un peu plus faible. Mais je sens qu'il y a de la contestation dans la salle et que voilà, j'ai beaucoup parlé. C'est peut-être le moment de faire circuler le micro, justement. Je suis assez bavard, donc si vous avez des questions ou des avis, ou si vous voulez dire ce que vous avez pensé du film, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi ou quoi que ce soit, c'est le moment, n'hésitez pas, faites-moi signe et puis on fait passer le micro. Alors levez la main si vous voulez intervenir. Ouais, dans l'attente, je rebondis sur ce que tu venais de dire sur les flashbacks, parce que en fait je trouve que les flashbacks qui concernent le mari qui est revenu du Vietnam, je les ai trouvés intéressants parce qu'ils abondent le côté mélodramatique avec l'incendie, etc. Et il y a un côté très artificiel de tout ça avec les années 50, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que pour l'Irak, par contre, on s'attend à quelque chose, comme tu dis, d'assez réaliste. Et il me semble que ce n'est pas sur le même registre. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne moins, je ne sais pas. Enfin, mais c'est vrai que c'est... Oui, parce que le film sort, je dirais, un petit peu du cadre qui s'est proposé et que ces scènes ne sont pas vraiment assumées, moi, je trouve. Mais bon, il y avait peut-être le monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre exposé, c'est très riche. J'ai trouvé qu'il fait un cinéma comme un des écrivains que j'aime beaucoup. Quand je vois le dialogue entre les deux grandes dames qui ont joué vraiment, les deux, vraiment elles ont joué, j'ai l'impression qu'il écrivait. J'ai l'impression que ce grand cinéaste est là. Et je me demande si c'est pas dans son enfance, s'il y avait quelque chose qui le marque. Souvent, quand je pose la question aux écrivains sur l'enfance, ils me confirment tout le temps que l'enfance a déterminé la suite. Je m'excuse, j'ai pas non, je vous en prie. Ben non, mais c'est vrai. Alors moi, je serais pas capable de situer qu'est-ce qui, dans l'enfance d'Almodovar, résonne avec le film. Il y a sans doute, bon, c'est de la psychologie de bazar, mais peut-être que la relation avec sa mère, dont on sait qu'elle a été très intense, a sans doute déterminé quelque chose de son rapport aux actrices et de certains personnages de mère aussi qu'on croise beaucoup dans ces films. Mais ici, oui, bien sûr, c'est un film écrit, ça c'est vrai. C'est un film de dialogue. Et on sent presque que l'essentiel, c'est l'échange entre les deux. Voilà, c'est cette conversation ininterrompue qui devra trouver son terme, mais qui ne le trouvera que par la mort, hein, et c'est toute l'incertitude de quand va se terminer ce dialogue, par quoi va se terminer cet échange. Et c'est pour ça, je pense, que peut-être le film aurait dû assumer un petit peu plus. Je trouve très beau, hein, attention, c'est des petites limites, hein, que je pointe. Hein. Mais peut-être qu'il aurait peut-être dû assumer plus son théâtre, le fait d'être un dialogue entre deux actrices et de se dire ce ne sera presque que ça. Alors on peut varier les lieux, on peut être dans l'hôpital, dans la maison, tout ce qu'on veut,
Mais dès lors qu'il essaie d'injecter des autres personnages venus de l'extérieur, du passé, je trouve que ça marche moins bien. Et que c'est vrai, hein, et que le film a des trésors de subtilité, il est très beau dans ce qu'elles se racontent toutes les deux. Et puis il y a des moments très intenses aussi. Hein. Il y a des moments très intenses quand... après l'opération ratée à l'hôpital, quand Tilda Swinton, Martha, annonce à Ingrid qu'elle va mourir, c'est une très belle scène. L'actrice, elle est formidable. Enfin, les deux. Voilà. Mais on sent que le cœur, ça aurait été cette espèce de ce conciliabule, je dirais, ce conciliabule à deux, cet espace privé. Qui est un peu perturbé, voilà, on disait par les flashbacks, les scènes avec John Turturro, elles sont pas mal, mais c'est vrai que c'est presque du surplus. Et moi j'aime bien, alors par contre, une que j'aime bien, c'est celle avec l'entraîneur sportif. Là, il y a une salle de sport à côté, et on sent que là c'est un peu... Voilà, c'est lié au besoin vital d'Ingrid de sortir aussi un peu de cette maison, et de ce rapport un peu étouffant parfois avec Martha. Hein. Et là, il y a quelque chose qui, évidemment, se poursuit de leur relation, mais sans l'une. Et à l'extérieur, avec ce prof, cet entraîneur-là. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est le contre-champ de la maison. C'est presque voilà. Il y a quelque chose de plus organique pour moi. Mais bon, voilà, ça c'est une question qui reste en suspens, en tout cas. Oui. Pardon, oui. Ah oui, ça me fait drôle. Si je peux me permettre, j'ai comme ressenti deux temps dans le film, comme si au début, elles n'étaient pas à égalité. Ingrid était plus à être auprès de son amie, et en fait, tout sonnait pas très vrai. J'avais pas le sentiment que... Et au moment où elles partent ensemble dans la maison, elles font ce contrat, et là, elle lui laisse un peu de pouvoir en lui disant « mais moi aussi, j'ai des choses à dire par rapport à ton choix. » Et je trouve que là, ça sonne plus réaliste, entre guillemets. Hein. Mais j'ai senti deux moments, en fait, dans le film. Et je rejoins ce que vous disiez par rapport au non-réaliste des scènes, tous les flashbacks, on a l'impression que tout sonne creux, en fait. Alors, il y a beaucoup de couleurs, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et après, qu'il y a vraiment une vraie relation entre elles, à égalité, en fait, où chacune va apporter à l'autre, et elle le dit aussi quand elle va manger au restaurant avec son amie, en disant « voilà ce que j'apprends d'elle ». C'est ce que j'ai un peu ressenti. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'artificialité, de toute façon, hein, et qui est assumée, qui est clairement établie. On n'est pas dans un espace réaliste, on est dans le cœur d'une relation qu'on expurge de toute extériorité. Et donc évidemment, il y a un petit théâtre intérieur, théâtre de chambre qui s'installe entre les deux et qui va jouer justement de cet irréalisme. Rappelez-vous, il y a ce passage assez étonnant. Je trouve ça très beau. La neige se met à tomber à travers la chambre de l'hôpital, et puis c'est le crépuscule, et donc Martha, il regarde, la neige est rose. Hein, la neige est rose, quoi. Voilà. Donc on est dans ce petit décentrement, ce petit écart par rapport à la réalité qui permet à la fois la couleur. On parlait de la couleur tout à l'heure, mais la neige rose, ça fait partie de cette palette un peu extraordinaire. Du film, et puis petit écart par rapport à la réalité qui permet la poésie. Voilà. Oui, merci pour votre analyse. Je me suis posé deux questions. L'une, vous avez évoqué Douglas Sirk, et j'ai pensé effectivement à Écrit sur du vent, pas tant pour l'intrigue ou la ligne scénaristique que pour l'esthétique, les couleurs, la dramaturgie, bien sûr. Et donc, est-ce qu'il y a une filiation revendiquée d'Almodovar avec Douglas Sirk? C'est une continuité, c'est une référence pour lui dont il a fait état, j'en sais pas plus. Et la seconde question qui n'a rien à voir, c'est la scène de la fin avec le flic. Est-ce que c'est l'irruption d'un point de vue, je dirais plus religieux, parce que c'est un fanatique, trumpiste sans doute, et est-ce que là on a une incidente
à la fois religieuse, politique, métaphysique, ou enfin qui expose un dilemme de métaphysique. Merci. Ben oui, alors merci. Almodovar a déjà parlé de Douglas Sirk, de Douglas Sirk, qu'il l'assume comme une référence importante. Je dis pas pour ce film-là, parce que j'ai pas lu d'interview pour ce film-là où Douglas Sirk serait explicitement cité, mais il en a déjà parlé pour ses précédents films dans d'autres interviews. C'est un cinéaste qu'il admire beaucoup, cinéaste de grands mélodrames hollywoodiens flamboyants des années 50, avec une photographie à chaque fois éclatante de couleurs, et puis des destins féminins brisés, quoi, parfois masculins aussi chez Douglas Sirk. Mais oui, c'est clair que c'est revenu plusieurs fois dans son discours, dans ses interviews. Sirk, il le cite. Et puis sur la scène avec le flic, c'est là où revient le sujet de société. C'est-à-dire le sujet de l'euthanasie, voilà, le flic qui représente l'ordre, qui représente l'ordre social, et puis qui est un religieux fondamentaliste, etc., et qui va considérer Julianne Moore et par extension Martha comme des coupables. Voilà, pour lui c'est une scène de crime, et voilà, il incrimine le personnage. Ce en quoi, encore une fois, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus fort dans le film. Hein, c'est la société qui débarque, c'est l'extérieur qui s'invite dans le huis clos, et je trouve que pour montrer l'obscurantisme, pour montrer le point de vue contre l'euthanasie, Almodovar est obligé d'amener un personnage un peu caricatural, un peu brossé rapidement, ce flic qui évidemment, voilà, pour dire regardez, eux évidemment ils sont contre le fait de se donner la mort, etc. Ce sont les forces réactionnaires de la société, évidemment, voilà. Il crée une opposition à Ingrid un peu, voilà. Je trouve ça un petit peu facile à ce moment-là. Je veux dire, à chaque fois qu'on sort de la scène privilégiée entre les deux, et qui se continue après la mort de Martha par le dialogue avec sa fille Michel, hein, qui pour moi est dans vraiment la continuité. Voilà, je trouve que le film, en gros, le film est moins fort dès qu'il sort de cette scène. Et pour moi, le passage avec le flic, l'interrogatoire, est un peu symptomatique de ça. Oui, mais cette scène-là, je ne l'ai pas vue comme ça. J'ai plutôt vu qu'il prenait ça comme si elle l'avait éventuellement tué, puisqu'elle a quand même refait son testament juste avant. C'est des personnes qui ne se connaissaient pas, comme s'il avait un peu étudié le dossier. Et moi, j'ai plutôt vu comme ça. Maintenant, dans l'histoire, moi, j'ai bien aimé l'évolution des personnages, puisque de base, elles se connaissaient, mais pas tant bien que ça, puisqu'elles ont été introduites par une personne extérieure. Elle n'avait pas pris de nouvelles depuis longtemps. Et il y a eu une évolution quand même du personnage de Ingrid, qui était complètement perturbée par l'idée de mort au départ, et petit à petit qui a accepté que son ami mette fin à ses jours, et donc finalement il y a une belle évolution, et ça me ramène toujours, moi je dis toujours dans des cas comme ça, c'est toujours plus dur pour les personnes qui restent que pour la personne qui part, et je trouve que là c'était très bien rendu à l'écran, puisque Martha était très dans le « non mais c'est normal, je vais mourir, tout va bien, je suis heureuse », et l'autre petit à petit avait de plus en plus de sentiments pour une personne finalement qu'elle connaissait pas tant que ça, et elle a pu être, et du coup elle se retrouvait être confidente. Donc tous ces petits moments où elle lui raconte sa vie, où on a l'impression que c'est un peu gros, on peut imaginer que Ingrid ne connaissait pas vraiment l'histoire de... Elles sont amies, mais on ne sait pas à quel degré finalement. Et finalement, ça permettait de raconter l'histoire et après de transmettre à la fille. Et donc la mort de Martha, finalement, a permis de rapprocher plein de monde, alors qu'elle était plutôt solitaire de base. Enfin, moi, c'est l'avis que j'ai eu sur le film, et j'ai beaucoup aimé en ça. J'ai trouvé que c'était très émouvant de pouvoir rapprocher des gens, de pouvoir expliquer des choses, tout en n'étant pas dans le pathos, et de faire accepter la mort. Et moi, je trouvais que ça passait très très bien, hein, tout ça. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que je disais c'est un tête-à-tête qui est aussi un face-à-face. Et quelque part. Quand je parlais de mélodrame, on se demande au cours du film, c'est le mélodrame de qui ?
Est-ce que c'est le mélodrame de celle qui va mourir, ou est-ce que celle qui va mourir n'est pas un peu manipulatrice aussi pour faire peser beaucoup de choses sur le dos d'Ingrid, quoi, qui va assister, qui va être spectatrice, et spectatrice plutôt impuissante. Et donc, voilà, on ne sait pas. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans le film. Et évidemment, voilà, le mélodrame se renverse. Pour qui le poids de la mort, quoi, en quelque sorte. Hein. Est-ce que c'est pour celle qui va avaler la pilule, ou est-ce que voilà, ouais, c'est vrai, et c'est très juste. Et je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça. Et puis ça renvoie aussi, moi je trouve, au duo d'actrices qui est formidable et qui rivalise aussi un peu à l'écran pour voilà, incarner ces scènes, leur donner ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est tous ces degrés-là en fait aussi dans le film. Mais je trouve ça très juste en effet de voir un petit peu. Et d'ailleurs, je vous donne la parole tout de suite. Je rebondis par rapport à ça. Ce qui est très intéressant par rapport aux deux personnages sont des actrices, on va dire, d'âge mûr. Voilà, Almodovar prend ces deux actrices qui ont déjà une carrière confirmée derrière elles. Et c'est marrant parce que leurs deux personnages sont liés aux années 80. Elles en parlent. Elles se sont rencontrées à ce moment-là. Les années 80, c'est celle pour Almodovar de la movida, de la sortie du franquisme, une espèce de fête permanente. Alors lui à Madrid, mais là, je pense à New York dans les années 80, c'était pareil. Elles sont liées à ce moment d'effervescence. Elles ont pris de l'âge, etc., naturellement. Mais voilà, elles se sont rencontrées à ce moment, dans ce moment que Almodovar voit comme une grande fête, un grand moment de libération post-années 70, etc. Et il y a eu une histoire entre elles avec Damien, le personnage joué par Damian, joué par John Turturro, qui était voilà, qui réveille aussi des choses un petit peu plus conflictuelles. Donc c'est intéressant de passer d'un degré à l'autre comme ça au cours du film. Oui, madame, pardon. Voilà, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand vous dites que les scènes, le face-à-face entre les deux personnages principaux, oui, les deux personnages principaux auraient dû être élaborés davantage, peut-être durer plus longtemps. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il a consacré quand même beaucoup de temps à ce face-à-face. Et les scènes qui se jouent en dehors mettent en valeur justement ce moment de la mort en général. La vie continue et ceux qui sont mourants et ceux qui les entourent sont séparés de les rumeurs du monde. Et les rumeurs du monde sont nécessaires pour mettre en valeur, c'est ce que je viens déjà dire, ce moment crucial de la mort. Alors je trouve qu'il a bien rendu ça. Je ne vois pas des scènes encore plus importantes entre cette intimité des deux personnages. Ça, c'est mon avis. Et d'une manière générale, quant à ce film, je suis épatée, étonnée à quel point Almodovar reste Almodovar, quel que soit le sujet qu'il aborde. Ben, voilà. Oui. Donc, merci. Alors, il jongle, il faut dire, il ose, c'est extraordinaire comment il peut aller jusqu'à la limite, à la limite. À la limite. Eh ben merci. Non, c'est vrai que passer à l'anglais, c'est pas rien dans le cinéma d'Almodovar. Hein. C'est un gros changement. Parce qu'évidemment, il a toujours tourné en Espagne. Et puis, ça fait... Voilà, pour préparer La chambre d'à côté, qu'on vient de voir, il y avait eu 2 courts-métrages, l'un avec Tilda Swinton, La voix humaine, et puis un avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, qui s'appelait Strange Ways of Life, qui était une sorte de western, voilà, qui était un peu des entraînements, des coups d'essai pour arriver au grand long métrage en anglais. C'était des films qui duraient à peu près une demi-heure,
qui avait été montré à Cannes. Donc oui, c'est pas rien de franchir le pas et puis de se confronter à cette langue qui est celle du grand cinéma hollywoodien qu'il a admiré. On voit bien que c'est présent à son esprit. Et puis concernant, alors on disait ces petites scènes qui amènent de l'extérieur dans le récit, qui cassent un petit peu le huis clos. Je pense de toute façon, si elles y sont, c'est que Almodovar les a jugées utiles, indispensables, et qu'elles éclairent le passé des personnages, leur cheminement, etc. Moi, ce que je souligne, et c'est mon avis, et voilà, je ne l'impose pas du tout, hein, bien au contraire, on est là pour en discuter, mais je trouve que par rapport à la mise en scène telle qu'elle est dans la maison, entre les deux femmes, dans le huis clos, ces passages-là extérieurs sont moins bien mis en scène. Enfin, ils sont un peu en dessous, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas la même finesse, la même subtilité. On a l'impression que... Qu'est-ce qu'on voit de l'Irak? On voit l'habitacle d'une voiture et un coin de rue avec une porte. Je sais pas, je trouve que c'est de la caméra à l'épaule, c'est moins élégant. On a l'impression que c'est plus brouillon. Voilà, c'est une impression que j'ai, je sais pas. Moi, je me dis, oui, on voit bien pourquoi il fait ces scènes, parce qu'il veut nous expliquer quelque chose, il veut ramener un peu des choses du passé, de leur histoire, etc. Mais je trouve qu'il y a une petite baisse de régime. Mais c'est personnel. Oui, attendez, on va vous donner le micro. Peut-être au début, mais après, il y a un crescendo qui va vers... qui met bien comme en scène, en valeur, la relation entre les deux femmes. Au début, d'accord, mais après, il y a... moi, tout ce qui se passe entre elles, je trouve ça magnifique. Hein, je suis d'accord avec vous. Avec beaucoup de... Voilà. Juste un petit truc, des fois il y a eu des critiques très bonnes sur le film, très élogieuses, quand je parle dans la critique de ce qui a été publié au moment de la sortie, et puis des fois il y a des avis un petit peu plus mitigés pour dire que le film était assez froid, très vitrifié comme ça, un peu papier glacé, et qu'il y avait un petit côté hygiénique. On lui a reproché aussi un côté hygiénique pour quelqu'un qui traite la mort. C'est très propre, c'est très... donc je sais, ça fait partie des choses qui ont été un peu reprochées au film. Voilà, donc je voulais le préciser parce que c'est... Voilà, ça fait partie aussi, ça peut faire réagir, oui. Par rapport à ça, moi je me suis demandé, parce que quand même j'adore Almodovar et je me dis qu'il ne fait rien par hasard, hein, et je me suis demandé si c'était pas par rapport à la question de la mort, l'idée de la mort, un recentrage sur chacune des... Et ces petites scénettes, moi aussi, qui m'ont au début un peu même choquée, mais je me dis, est-ce que c'est pas aussi de nous rendre compte de cette espèce de surmédiatisation de la mort. Alors on passe de tel événement à tel événement, une accumulation d'images, je parle des médias, hein, surtout la télé, et je me demande s'il n'est pas venu un peu nous bousculer par rapport à ce que notre société aussi nous renvoie de cette accumulation de ce que c'est que l'idée de la mort, et de nous recentrer justement, pouf, voilà. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais... Parce qu'effectivement, sinon, c'est très déstabilisant. Ouais. En tout cas, je crois qu'il y a toujours quelque chose de très personnel chez lui. Et que, il trouve des récits, des façons de raconter quelque chose qui est souvent lié à... là, il parle de la mort, du choix de la mort, de l'euthanasie, qui sont des sujets dans l'air du temps. C'est des choses assez contemporaines. On se pose beaucoup la question, puis même au niveau politique, c'est un débat qui a lieu, quoi. Et il intervient là-dessus. Sans doute, y pense-t-il un peu aussi. En tout cas, on peut se dire que ça fait maintenant un peu plus de 10 ans depuis La mauvaise éducation, qui était un film qui traitait des violences faites sur les enfants dans les pensionnats en Espagne sous le franquisme, chose dont on sait qu'elle est liée aussi à l'enfance d'Almodovar. À partir de La mauvaise éducation, il y a une forme de morbidité qui est entrée dans son cinéma. C'est devenu plus sombre. Voilà, l'idée de la mort plane, fait son chemin. J'avais parlé de La Piel qui habito
un petit peu avant, c'était un film assez macabre. Voilà, qui était très hanté par ça. On sait qu'il a fait aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a déjà quelques années, Douleur et gloire en français, avec un personnage, Antonio Banderas, qui revient beaucoup sur son histoire, ses amours passés, surtout ses douleurs physiques. Voilà, un corps perclus de douleur, et on sait qu'Almodovar parlait un petit peu aussi de l'état de son corps à travers ce personnage. Donc à un degré que je serais bien incapable de mesurer, il a un style, il nous parle toujours de lui-même dans ses films aussi, hein, et ses actrices, il l'a dit, c'est lui-même, etc. Donc il y a aussi une part d'autoportrait déguisé, masqué, qui se profile dans les films d'Almodovar. Donc je pense que plus il vieillit, il est de 49, et je pense que l'idée de la mort, en tant qu'artiste, elle le travaille, quoi. Et c'est un peu à ça aussi qu'on a affaire face à ce film. Oui. Je vais juste donner mon avis puisqu'on est parti sur le sujet. Je trouve que le personnage de Martha au début est très bien incarné en malade, elle est complètement émaciée. Et ce que je trouve étonnant dans ce discours, c'est qu'on est plus choqué par le fait qu'elle veuille se donner la mort dans des bonnes conditions. Et on n'est pas choqué par son état, alors qu'elle dit qu'elle sert de cobaye, qu'elle subit des traitements, elle vomit toute la journée, elle est dans un état... On voit bien au début de film quand même qu'elle est beaucoup plus mal dans sa peau que la veille de sa mort, hein, qu'elle a souhaité. Et je suis toujours étonnée dans les discours qu'on soit plus choqué par la mort qu'elle se donne de façon propre et justement esthétique, etc., et en compagnie de quelqu'un, que tout ce qu'on lui fait subir, qu'elle aurait dû continuer de subir puisqu'elle devait encore enchaîner un nouveau traitement et se retrouver donc dans des conditions. Donc moi je trouve que c'est finalement plus cruel de la voir mourir de ses traitements de cancer que la mort qu'elle s'est choisie dans des bonnes conditions. C'est mon point de vue complètement personnel. Oui, le côté acharnement thérapeutique ou l'engrenage de l'hôpital. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a un moment où, c'est dans le dialogue entre les deux, où elle dit « j'en peux plus d'être le cobaye », et surtout elle dit quelque chose que l'hôpital, l'environnement de l'hôpital pose le corps contre la maladie, c'est-à-dire le bien contre le mal, en quelque sorte. Et on ne peut plus de ce manichéisme-là. Vous vous rappelez ce moment-là où elle dit on oppose le corps et la maladie comme si c'était le bien contre le mal, alors que quelque part, c'est peut-être aussi, certaines personnes considèrent ça comme une chance, hein, qui leur permet de... Vous vous rappelez pas ce petit moment si, ouais. Voilà, là-dessus, je trouve que c'est vachement intéressant, et ça permet encore une fois de ne pas être à 100% dans l'étude de cas, le sujet de société déplié de manière un peu journalistique, mais d'être dans une approche un peu plus sensible de la chose, quoi. Et je pense que ça motive aussi son départ de l'hôpital, le fait de ne plus avoir envie d'être dans cet engrenage, en fait, où quoi qu'il arrive, on va expérimenter sur vous des produits, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, en tout cas au début, qui m'a peut-être un peu empêché vraiment de rentrer dans le film, où je trouvais que les personnages manquaient un peu de vie, que Almodovar les laissait pas trop vraiment vivre dans l'espace qu'il leur laissait. Et c'est peut-être dû au fait qu'elles sont très verbeuses, en fait elles sont très éduquées, et elles verbalisent énormément, et elles verbalisent absolument tout, en fait. Ce qui, moi, peut-être, en tant que spectateur, ça me laisse moins d'espace pour moi-même, en fait, réfléchir, par exemple, à ce que vous venez de dire sur le combat contre le cancer, le combat contre la mort, comment on se situe par rapport à ça. Et j'ai jamais l'impression qu'on me laisse, moi, la possibilité de me poser ces questions, de me positionner par rapport à ça avec plus de distance par rapport aux personnages, parce qu'elles sont tout le temps en train de verbaliser ça absolument tout le temps, au lieu de laisser peut-être plus de place au corps, quoi, comme vous avez dit, à la tension qu'il y a entre ces deux personnages, à une forme de dialectique qui
au final est très bienveillante, et ça c'est vrai que c'est assez beau, mais voilà, moi c'est peut-être ce qui m'a empêché, en tout cas pendant la première moitié du film, à rentrer vraiment dedans, quoi. Et après, par contre, après, ça prend. Ça prend, ouais, d'accord. Oui, je comprends. Mais ça aurait été un tout autre film, hein. Plus sur le corps, enfin, c'est-à-dire sur la maladie, quoi. Peut-être plus naturaliste, plus ancré dans les réalités, etc. Mais évidemment, c'est l'inverse que fait Almodovar, c'est-à-dire un film plus théâtralisé, plus stylisé. Voilà, et un film qui essaie de conquérir son propre espace coupé du monde, presque, hein, qui est un espace de parole, c'est vrai, hein. On l'a dit, c'est un conciliabule, c'est une longue conversation ininterrompue entre les deux, avec le pari de faire surgir de ce dialogue, de ce petit espace qui est presque une pièce de théâtre en huis clos, à deux, etc., de faire surgir des vies entières, des perspectives beaucoup plus longues, des questions beaucoup plus vastes, etc. C'est le pari du réduit pour atteindre à plus grand. Mais en effet, s'il avait choisi autre chose, et il a pu le faire par le passé, on disait La Piel qui habite au Talon aiguille, etc. C'était des films qui se mêlaient beaucoup plus de la rue, qui allaient filmer à l'extérieur, dans les boîtes de nuit, etc. Enfin voilà, il y avait une variation de décors beaucoup plus importante. Ici, on sent que c'est marrant parce que c'est presque paradoxal de se dire je tourne en anglais, je vais aller filmer New York, ça se passe là-bas aux États-Unis, et puis de choisir de s'enfermer à ce point dans un espace presque coupé du reste, hein. C'est-à-dire il élargit et en même temps il fait pas vraiment ça, il rétrécit beaucoup. Et c'est très étonnant, moi je trouve. Alors j'ai pas de solution toute faite à ça, je fais que constater, mais voilà, c'est une évolution intéressante. Tu sais pas en fait ce qui l'a poussé à tourner aux États-Unis avec deux actrices quand même très importantes, hein. Je dirais pas des superstars, mais enfin quand même des. Je pense que. Est-ce que c'est une question de production, d'opportunité, Je pense qu'il avait rencontré Tilda Swinton, qui voulait travailler avec lui. C'est elle qui a fait le contact avec Julianne Moore, si je me souviens bien. Ça reste soumis à caution. Elle voulait tourner avec lui. Ils ont fait un court-métrage et ça a mené évidemment à c'est une rencontre avec Tilda Swinton. Et évidemment, derrière ça, il y a peut-être aussi, je pense, il voulait peut-être aussi élargir un petit peu l'audience de ces films, de toucher à cette langue, à cet anglais international, je dis pas Hollywood parce que le film est pas du tout hollywoodien, mais à l'imaginaire du cinéma américain en tout cas, et peut-être décrocher un prix. C'est ce qui a eu lieu avec Lion d'Or. Non, il y a quand même cet énorme malentendu avec Almodovar qui fait qu'il a jamais reçu une récompense suprême telle une Palme d'Or pour l'ensemble de son œuvre, et qui est quand même rempli de films formidables, et on comprend pas qu'il ait jamais été récompensé, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Et peut-être que oui, ça a été un chemin vers ça, je sais pas. Eh bien, merci Mathieu, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous, aux courageux qui sont restés jusque-là. Merci.